La migration est le grand sujet de notre époque. Il semble que rien d'autre ne pose autant de défis aux sociétés du monde entier, de l'Europe à l'Amérique. Dans notre monde globalisé, des cultures et des valeurs différentes se rencontrent, et ça crée parfois des tensions. Un mot en particulier est régulièrement au centre du débat: communautarisme. Pour beaucoup, il est l'expression d'une intégration ratée. Mais l'intégration des migrants a-t-elle échoué au point de faire du communautarisme une menace sérieuse ? Je m'appelle Berthold Meyer. Je suis professeur de psychologie et je m'intéresse aux grands sujets de notre époque. Et la question migratoire en fait partie. Aujourd'hui, je voudrais comprendre l'influence de la migration et de l'intégration sur notre société. D'un côté, la diversité culturelle est régulièrement critiquée. On parle d'intégration ratée et de migrants qui refuseraient de s'intégrer. Pour d'autres, au contraire, elle est le vecteur d'un enrichissement économique, culturel et social. Mais qu'y a-t-il derrière tout ça ? J'aimerais en discuter avec deux experts qui défendent des positions radicalement différentes sur le sujet. Pour commencer, où voyez-vous du communautarisme en Allemagne ? En Allemagne, le communautarisme ne concerne qu'un groupe, la communauté islamique. Parce que c'est la seule qui possède un système de valeurs différent de celui de la société dominante. Ralph Gatban est politologue et spécialiste de l'islam. Il considère que les milieux ethniques isolés sont un danger. Et il appelle à une plus grande adaptation à la société dominante. Comment définiriez-vous le terme de communautarisme dans un quartier formé par les migrants, comme celui de Neukölln à Berlin ? Neukölln s'agrandit avec l'arrivée de mes compatriotes, des réfugiés libanais. Et ils ont construit leur propre communauté. On ne migre pas vers un autre pays, mais vers sa communauté installée dans l'autre pays. Cette communauté est importante, car c'est là que l'immigré apprend comment se comporter dans la nouvelle société. Mais lorsque cette communauté dans laquelle il arrive n'est plus un pont, lorsqu'elle lui dit de faire attention, de ne pas fréquenter les gens de la société dominante car ce sont des infidèles, que les femmes se promènent à moitié nues et qu'ils n'ont aucune morale, alors ce pont devient un obstacle. Et c'est ce qui arrive avec le communautarisme. En sociologie, le communautarisme fait référence à un groupe de populations homogènes qui se coupe de la société dominante sur le plan géographique, social et culturel et qui suit un système de valeurs alternatif. Si les spécialistes ne sont pas toujours d'accord sur le degré de cette rupture pour qu'il y ait communautarisme, le terme est néanmoins généralement utilisé pour parler des minorités ethniques ou religieuses. Depuis le milieu des années 2000 en particulier, il est aussi utilisé dans le débat public pour parler d'un prétendu échec de l'intégration des migrants. Dans un contexte plus large, le débat sur le communautarisme pose aussi la question de la mobilité sociale, ascendante et descendante, de la participation à la vie de la cité et de ce qui nous définit en tant que société. Que pensez-vous du terme de communautarisme ? C'est un concept qui a toujours été associé à l'échec de l'intégration. On dit qu'il y a des groupes qui se coupent du reste de la société et qui refusent l'intégration. Mais il existe relativement peu de données empiriques à ce sujet. Il y a certainement des gens qui n'apprennent pas l'allemand. Mais la plupart sont venus en Allemagne pour améliorer leur situation et celle de leurs enfants. Donc ils veulent accéder à l'éducation et s'élever socialement. Thomas Feist est sociologue et spécialiste des questions migratoires. Il ne considère pas tant le communautarisme comme une menace que comme le résultat de divisions sociales et d'inégalités.
Il plaide pour une politique sociale intégrative qui pense que la diversité est une chance. J'aimerais commencer par une série de questions rapides. Je vous demande de répondre le plus brièvement possible. Je vais essayer. Allons-y. Le communautarisme est-il toujours lié à d'autres cultures? Toujours. D'un point de vue historique, oui. Le communautarisme est-il l'expression d'une intégration ratée? Non, en aucun cas. Dans tous les cas. Parfois, il faut plusieurs générations, mais l'intégration réussit toujours. Le communautarisme est-il une menace ou l'expression de la diversité? L'expression de la diversité. Une menace, car il divise la société. Les multimillionnaires sont-ils aussi communautaristes? Non. Absolument. Ce qui me dérange un peu dans ce débat, c'est qu'on ne parle pas de communautarisme lorsqu'il s'agit, par exemple, des super riches qui vivent isolés de la société, ou encore de ce village nazi dans le nord de l'Allemagne. Le terme de communautarisme semble être uniquement réservé aux musulmans. Oui, c'est un terme qui homogénéise dans le sens où, comme dans les années 60, tous les migrants étaient des travailleurs appartenant à la classe ouvrière. Il existe pourtant parmi les migrants des différences tout aussi importantes en termes de religiosité que dans les sociétés occidentales. Quel danger le communautarisme représente-t-il pour la société dominante? Le danger réside dans la division de la société. Et elle peut conduire à une confrontation, car les communautés essaient d'imposer leur mode de vie. Est-il vrai qu'on observe davantage de clans criminels dans les milieux issus de l'immigration? Est-ce d'ailleurs un symptôme du communautarisme? Pour moi, ces clans criminels sont des communautés fermées au sein d'une communauté. Et elle en souffre, car ces criminels agissent en premier lieu dans leur milieu. Ils font chanter leurs voisins, leurs connaissances. J'en ai été le témoin direct. Pour réussir l'intégration, il faut regarder qui nous accueillons. Mais ce n'est pas envisagé en ces termes en Allemagne. La criminalité des clans est un concept problématique. On en parle dans le débat public, mais elle reste exceptionnelle. Je pense par exemple aux réfugiés libanais arrivés en Allemagne dans les années 90. Ils n'avaient aucune perspective, aucun moyen d'obtenir rapidement un permis de travail ou un emploi, et certains groupes se sont alors livrés à des activités criminelles. Mais la criminalité clanique ne représente qu'une très faible part de la criminalité, même pas 1%. Selon vous, quelle chance la diversité culturelle représente-t-elle pour la société d'accueil? La diversité culturelle peut être une chance parce que nous apprenons les uns des autres. Ça peut être la façon d'aborder certains problèmes, la façon de se comporter avec les autres, des formes d'hospitalité différentes, etc. Et compte tenu de l'évolution démographique, nous ne pourrons pas nous passer de l'immigration d'un point de vue économique. Je distingue toujours le protectionnisme économique du protectionnisme social, qui voudrait qu'on interdise aux migrants de concurrencer les travailleurs allemands. Ce danger n'existe pas dans la réalité. Des pays comme l'Allemagne peuvent parfaitement réguler la migration, même si on entend toujours dire qu'on ne contrôle rien. Au-delà de nos frontières, comment les pays gèrent-ils cette situation? Les États-Unis ou le Canada se considèrent comme des États multiculturels et n'imposent pas un modèle à leurs immigrés. À l'opposé, le Danemark, par exemple, propose des cours d'intégration. Alors que pendant des années, le pays a salué la diversité culturelle, en 2018, il a changé de cap et décidé de promouvoir un Danemark sans communautarisme.
Le plan prévoit, entre autres, l'introduction de quotas pour les migrants dans les lotissements, mais aussi des sanctions judiciaires plus sévères dans les zones où la proportion de migrants est supérieure à 50%. Dans les écoles, 30% maximum des élèves peuvent avoir une origine non occidentale afin de favoriser l'intégration. Cette politique provoque un vif débat dans le pays et beaucoup se demandent si ces mesures contribuent réellement à l'intégration ou si elles conduisent plutôt à l'exclusion. Ce que vous dites là à propos des ghettos, nous l'avons vécu à Berlin-Ouest. À l'époque, pour empêcher la formation de ghettos, l'accès à certains quartiers de Berlin nous était interdit. C'était écrit sur mon passeport. Mais ça a encouragé l'émergence d'un marché noir. Et les étrangers ont quand même emménagé là-bas, à des coûts plus élevés et dans de moins bonnes conditions. Que signifie pour vous l'intégration? Qu'est-ce qu'une intégration réussie? On peut différencier plusieurs fonctions dans une société. Une fonction politique, économique, religieuse. Plus la participation à ces fonctions est grande, plus l'intégration est réussie. Et qu'a-t-on fait à l'époque avec les travailleurs immigrés? Disons qu'on n'a pas fait beaucoup d'efforts pour leur permettre de s'intégrer. Rien du tout. On a fait venir les travailleurs immigrés pour l'économie. Mais l'intégration dans un système doit être verticale, de l'ouvrier sans qualification jusqu'au chef. Sauf qu'on avait besoin de main-d'œuvre non qualifiée. Et ces 2 millions d'immigrés ont poussé 2 millions de travailleurs allemands vers le haut. Chaque Allemand se sentait le patron d'un étranger. Moi, je suis venu en Allemagne avec une bourse de doctorat. Mais tous ceux que je rencontrais me tutoyaient. Je me disais, qu'est-ce qui leur prend? Pourquoi sont-ils si impolis? Au début, les anciens ont le dessus. Un de mes collègues a dit un jour, ils sont comme des ouvreurs de théâtre. Et les nouveaux arrivants sont les spectateurs. Et puis, au fil du temps, les nouveaux arrivants remettent en question cet ordre. Des conflits sérieux émergent, car les nouveaux disent « Nous ne voulons pas d'uniformité sur le plan culturel, nous voulons l'égalité ». Ça peut provoquer des tensions, comme lors de la construction d'une mosquée, où il devient évident qu'il faut trouver des compromis. Mais comment y parvenir? Plongeons-nous dans le monde de la sociologie où les cultures sont considérées comme des sortes de sphères. Il n'y a pas d'idée consensuelle sur la manière dont une telle coexistence peut fonctionner. Il y a le concept de multiculturalisme, tel qu'il est vécu aux États-Unis par exemple. Il n'y a pas de société dominante à laquelle les autres cultures devraient se subordonner. La société est plutôt une mosaïque de cultures très différentes, toutes égales en droit. Il n'y a ni pression ni désir de mélange. Dès que cette pure coexistence des cultures est rompue, on parle d'interculturalité. Dans ce cas, les différentes cultures s'influencent mutuellement et les gens échangent des connaissances, des recettes ou autres. L'identité culturelle n'en est pas affectée. Dans la transculturalité, en revanche, ces frontières s'estompent et les éléments culturels se fondent jusqu'à aboutir à des formes complètement nouvelles. Ces différents concepts ont en commun de poser la question de l'intégration. À quel moment ce qui est étranger ne l'est plus? Quel rôle jouent les différences culturelles dans l'intégration? Laissez-moi vous donner un exemple. Quand je suis arrivé en Allemagne, même les étrangers européens n'étaient pas bien acceptés. Ce n'est donc pas quelque chose qui ne touchait que les Turcs. C'était pareil pour tout le monde. Si un Italien veut s'opposer à la société dominante, il n'a pas d'autre système de valeurs. Mais un musulman a une alternative. Et c'est pourquoi la société islamique est la seule pour laquelle on parle de communautarisme.
Et vous savez qui entrave le plus leur intégration? Les autres musulmans, les islamistes. Ils disent, il ne faut pas manger de viande. Pourquoi tu ne jeûnes pas? Pourquoi tu ne portes pas de foulard dans le métro? Ils imposent des contraintes sociales dans les milieux où ils sont majoritaires. Ça signifie donc qu'un consensus sur les valeurs est déterminant pour savoir si l'intégration réussit ou non. J'ai un gros problème avec ce concept de culture dominante, car ma conception à moi de la culture allemande, celle que je vis, ce n'est pas Schiller et Goethe, ou je sais pas moi, boire de la bière. Quand des conservateurs de droite parlent de culture dominante, je ne me sens pas concerné. La culture est un concept très large et très vague. À cet égard, je pense que le patriotisme constitutionnel fait également partie de la culture. Donc si on veut résoudre ce problème, on ne peut le faire que s'il y a consensus sur le partage de valeurs fondamentales, non négociables, telles qu'elles sont inscrites dans la Constitution. Exactement. Nous devons rester fidèles à notre Constitution. Et on nous assomme avec la culture dominante. Non. Non, je partage votre avis. Nous avons la Constitution, et ça suffit. Il n'y a pas besoin de cette histoire de culture dominante. La diversité culturelle qui existe dans une société comme la nôtre existe aussi sans migration. La migration s'y ajoute et apporte certains éléments culturels, par exemple en ce qui concerne la nourriture ou les relations entre les gens. Mais on retrouve aussi ces différences entre les multiples classes de la société. Certaines valeurs, en tout cas, comme les droits de l'homme, la dignité humaine ou l'égalité des sexes, ne sont pas négociables. Il existe aussi des groupes non issus de l'immigration, comme les extrémistes de droite, qui rejettent également les valeurs de la Constitution. Pour moi, c'est la même chose. Ces groupes qui rejettent les droits de l'homme se retrouvent parmi les migrants et les non-migrants. Il faut le reconnaître et voir le danger qu'il représente, et ne pas le projeter uniquement sur les migrants. La communauté fonctionne souvent comme une colonie ethnique ou une colonie de migrants. Elle offre un point d'ancrage jusqu'à ce que les gens sachent parler allemand et puissent évoluer dans leur nouvel environnement. La communauté peut aider le nouvel arrivant à trouver du travail, à apprendre à s'adresser aux autorités. Et de ce point de vue, le milieu des migrants est positif pour l'intégration. Beaucoup de personnes qui vivent dans ces colonies ethniques en sortent à nouveau, et d'autres arrivent. On constate donc que ces groupes ne grandissent pas, qu'ils sont plutôt comme un organisme vivant. Les nouveaux arrivants les intègrent et bénéficient de leur soutien, tandis que d'autres qui veulent changer d'orientation repartent. Prenons un exemple. Elisabeth Ngari est arrivée en Allemagne il y a 25 ans. Elle vient du Kenya. En 2002, elle a fondé l'association Women in Exile avec d'autres migrantes. Depuis, le réseau s'engage pour aider les migrantes à trouver leur place dans la société. Quand on arrive ici, on se sent souvent seul. On ne sait pas vers qui se tourner. Pour moi, ce concept d'intégration est difficile à saisir. Je trouve que le terme « participation » est plus approprié. Avoir la chance de participer à la société, c'est ce qui, à mon avis, permet une véritable intégration. L'association invite régulièrement des femmes qui viennent d'arriver en Allemagne.
Merci d'être là. Y a-t-il quelqu'un qui n'a encore jamais participé à l'une de nos rencontres? Salut, je m'appelle Esther et je viens du Kenya. J'aime bien prendre la parole et j'ai beaucoup de talent. Vous entendrez parler de moi. Comment on fait? On organise des ateliers pour leur montrer comment elles peuvent, par exemple, trouver un appartement ou inscrire les enfants à l'école plus rapidement. On encourage surtout les femmes à transmettre ces connaissances aux autres femmes dans les foyers. Presque toutes ces migrantes vivent actuellement dans des centres d'accueil. Pour Elisabeth, ces centres représentent un obstacle majeur à l'intégration, car les personnes y sont parquées, en marge de la société, parfois pendant plusieurs années. À long terme, cette situation conduit à une désintégration encore plus grande. Women in Exile souhaite justement compenser ce manque de contact social, écouter les femmes et prendre en compte leurs problèmes et leurs préoccupations. Gladys est arrivée il y a quelques mois en Allemagne avec une jambe cassée. Mais ses douleurs ne sont pas prises au sérieux et elle se sent impuissante. C'est vraiment difficile. Quand on pleure, qu'on raconte son histoire, ils ne nous croient même pas. Alors où est-ce qu'on peut pleurer? Ils disent « Oh, tu n'as pas de carte d'assurance maladie, tu n'as pas ceci ou cela. » On est frustrés. Certains se suicident. Parfois, je reste assise là à pleurer. Parfois, ma jambe me fait tellement mal que je n'arrive même pas à aller à la cantine pour manger quelque chose. Personne ne m'aide. Qu'est-ce que je peux faire? On a déjà suivi quelqu'un en foyer qui avait une jambe cassée. À l'époque, on a réussi à organiser une opération. Alors ne perds pas espoir. Beaucoup de migrants arrivent en Allemagne avec des séquelles psychologiques liées à leur périple. Ils n'ont plus de vie sociale. Il est d'autant plus important de former un groupe dans lequel ils se sentent compris. J'ai mangé au foyer il y a 2 heures. Et je ne peux même pas vous dire ce qu'on nous a servi. Il y a des Indiens, des Chinois, des Africains dans le foyer, mais personne n'a pu me dire ce que c'était. Aucune communauté n'a pu me dire ce que c'était. Et j'ai pas le droit de me faire à manger. Tant que je serai là. Les femmes présentes à la réunion aimeraient participer à la société et y apporter leur contribution. Mais sans maîtriser l'allemand, c'est très difficile. Je ne sais pas combien de temps il me faudra pour parler allemand. Qu'est-ce que je fais en attendant? Il y a plein de malades dans les hôpitaux et il manque du personnel pour faire le ménage, par exemple. J'aimerais pouvoir aider. Mais non, comme je ne parle pas encore allemand et que je n'ai pas de papier, tout est bloqué. Pour Elisabeth, l'intégration est impossible tant qu'on est exclu de la société. Elle essaie de servir de pont pour ces migrantes et de leur offrir des perspectives. Certaines personnes vivent pendant plusieurs années dans cette situation, sans que rien n'avance. Pour moi, l'intégration n'est pas à sens unique. Tu acceptes aussi ma culture? Ou c'est seulement à moi d'accepter la tienne? En tant que société dominante ou nation d'accueil, j'ai pas l'impression qu'on fasse un super boulot. Lorsque des personnes qui sont arrivées par le biais du système d'asile veulent travailler, construire leur vie, elles sont confrontées à une bureaucratie qui les bloque parfois pendant des années. Ces dernières années, la politique en matière d'asile a constamment changé. Il n'y a pas de directive stable. Mais changer les règles du jeu ne masque pas le fait qu'il n'y ait pas de véritable volonté de permettre à tous, y compris aux nouveaux arrivants, de participer à la société. Dans le discours politique et le débat public, il est beaucoup moins question de participation que d'appartenance.
La société devrait s'adapter davantage à la migration. Oui. La société doit apprendre, grâce aux minorités, à développer ses valeurs démocratiques. Contraindre à l'intégration, même par le biais de lois, peut avoir un effet positif durable. À très long terme, oui. S'il s'agit de droits fondamentaux qui protègent la dignité humaine. Sinon, non. L'intégration peut fonctionner sans renoncer à son identité culturelle. Oui. Non. Une société peut tirer profit du brassage culturel. Absolument. Oui, mais elle ne doit pas nécessairement le considérer comme un enrichissement, mais plutôt comme la norme. J'ai entendu aujourd'hui deux positions très différentes sur une seule et même question. Le communautarisme est-il un problème? Pas nécessairement. Les immigrés eux-mêmes peuvent faciliter l'intégration. Mais si les idéologies politiques qui rejettent notre constitution prennent de l'ampleur, alors nous serons face à un problème. En fin de compte, je crois qu'en renforçant les valeurs consensuelles démocratiques, dans le cadre d'un patriotisme constitutionnel ouvert à tous, nous pourrons peut-être mieux gérer l'immigration et l'intégration à l'avenir. L'immigration et la diversité qui en découlent pourront alors être une richesse. Elles l'ont toujours été, lorsqu'elles sont bien gérées.